Bonjour à tous, il a été avocat, conseiller à Bercy au cabinet de Dominique Strauss-Kahn, banquier d'affaires, il dirige Euronext depuis 2015, il est aussi vice-président du Cercle de réflexion en temps réel. Bonjour Stéphane Boujna. Bonjour. Alors Euronext, opérateur boursier des places de Paris, Bruxelles, Amsterdam, Lisbonne. Vous avez fait une diversification, vous venez de racheter Fastmatch, qui est une plateforme spécialisée dans l'échange. Pourquoi cette diversification, pourquoi cette acquisition? Absolument. Euronext est une entreprise qui se développe très bien, mais qui avait besoin de sortir de son canal historique de métier des actions essentiellement. Et donc nous avons engagé une diversification dans les taux et en particulier dans l'échange. Et Fastmatch est une plateforme extrêmement puissante technologiquement et puis en très forte croissance avec des outils technologiques aux États-Unis et en Europe et dont nous allons développer la présence auprès des grands clients européens. Présence sur l'échange donc. C'est une stratégie de croissance, d'acquisition plutôt ciblée. C'est ce qu'on va voir à l'avenir. Il y a eu l'ère des grandes fusions entre opérateurs boursiers qui ont souvent échoué, à l'image de Deutsche Börse, London Stock Exchange, Francfort et Londres. Est-ce qu'on reverra ce type de fusion à l'avenir selon vous, ou est-ce que ça va être plutôt des acquisitions ciblées comme vous venez de le faire? Je ne sais pas ce que les grands acteurs du secteur en Europe vont faire. Euronext est aujourd'hui extrêmement profitable, extrêmement innovante, extrêmement agile, mais d'assez petite taille. Euronext a une capitalisation boursière de 3,4 milliards d'euros. C'est significativement plus petit que London Stock Exchange et Deutsche Börse. En ce qui nous concerne, nous voulons croître, innover et être encore plus profitable et encore plus pertinent pour nos clients. Et c'est ce qui va nous amener d'abord à nous focaliser sur la diversification de ce qu'on appelle notre top line, de notre base de revenus et l'enracinement de notre croissance et de notre profitabilité, dont je rappelle qu'elle est significativement plus élevée que celle de tous nos concurrents. Il y a quand même une place, effectivement, pour un acteur comme Euronext de cette taille-là, face à des mastodontes comme ICE, comme Deutsche Börse, comme aux États-Unis encore la bourse de Chicago. Vous savez, c'est une question qu'on pouvait se poser en 2014 quand Euronext est redevenue une entreprise indépendante. À l'époque, elle a été mise en bourse pour 20 €. Aujourd'hui, elle en vaut 47, 48. Donc, nous avons démontré qu'en étant indépendants, nous pouvions croître, servir plus de dividendes et donc être plus profitable à l'égard de nos actionnaires et aussi être plus pertinent et plus innovant vis-à-vis de nos clients. Donc l'indépendance peut s'accompagner de la performance et de la croissance. Au moment de la fusion Deutsche Börse LSE, vous aviez envisagé de reprendre le LCH, qui est une chambre de conversation, en tout cas la partie française. L'acquisition a été suspendue du fait de l'abandon de la fusion entre Francfort et Londres. Est-ce qu'il y a encore une chance de voir cette acquisition? Nous sommes toujours intéressés à intégrer la compensation Clearnet, qui autrefois était un actif qui appartenait au groupe Euronext, à l'intérieur du groupe Euronext. Néanmoins, comme vous l'avez indiqué, l'accord que nous avions conclu le 3 janvier dernier supposait comme condition préalable la réalisation de la fusion entre London Stock Exchange et Deutsche Börse. Cette fusion n'a pas lieu. Nous avons réitéré notre intérêt pour acheter cet actif, quoi qu'il en soit. Les vendeurs ne souhaitent pas vendre cet actif. Et pour faire une acquisition dans ce domaine comme ailleurs, il faut un vendeur et un acheteur. Nous sommes acheteurs, mais il n'y a pas de vendeur. Ça fait quasiment un an que le Brexit a été voté par les Britanniques. Est-ce que vous en voyez déjà les conséquences sur les places financières et sur la place de Paris en particulier? Oui, les effets sont réels. Ils ne sont pas toujours visibles, mais il est clair qu'une très grande partie des activités financières qui aujourd'hui sont présentes à Londres, mais dont l'essentiel du sens est de servir les clients européens, sur le continent, les gisements d'épargne qui sont sur le continent, le trading de la monnaie unique du continent qui est l'euro. C'est clairement une partie significative de ces activités s'organise pour déplacer dans les mois qui viennent leurs activités à l'intérieur de l'Union et sur le continent. Paris a des atouts très significatifs. Le travail que font Ross McInnes et Christian Noyer est exceptionnel dans ce domaine pour attirer les centres de décision vers Paris. Je pense qu'on va y arriver, mais il y a encore de la concurrence. La concurrence est rude quand même, avec Francfort, Dublin, Amsterdam. On a vu qu'ils attiraient aussi pas mal de financiers qui voulaient s'installer sur le continent, ou en tout cas dans la zone euro. Est-ce que Paris va réussir à tirer son épingle du jeu? Paris a des atouts exceptionnels, mais une faiblesse qui la distingue des autres, c'est le coût du travail qualifié et la flexibilité du marché du travail. Il faut donc que des signaux très clairs soient envoyés dans ces deux dimensions dans les semaines et les mois qui viennent, de façon à ce que ce critère qui est le plus discriminant, c'est le marché du travail, clairement. Clairement, le marché la fiscalité. Non, c'est le coût du travail qualifié, et notamment les charges patronales, et d'autre part la flexibilité et la prévisibilité des conditions de séparation qui font in fine la différence entre des places comme Francfort et Paris.
C'est vrai que c'est le chantier numéro 1 du nouveau gouvernement. Vous attendez du coup qu'il aille assez vite sur la réforme du marché du travail. Qu'est-ce que vous attendez comme mesures concrètes ou symboliques qui pourraient effectivement marquer les investisseurs étrangers et les faire revenir à Paris ? Je ne sais pas si on peut parler de mesures symboliques, mais en tout cas on peut parler de marqueurs. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a actuellement un momentum, une atmosphère extrêmement favorable aux investissements dans notre pays. L'état d'esprit de la communauté des investisseurs internationaux a changé radicalement depuis le début de ce mois par rapport à ce qu'il était en particulier au mois de février-mars, où il y avait une inquiétude sur le risque extrémiste en France. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour la perception du pays. Ça repose d'ailleurs sur des indicateurs objectifs qui sont les enquêtes de conjoncture, les perspectives de croissance, etc. Et c'est vrai qu'un marqueur comme des conditions claires, prévisibles d'embauche et de séparation du contrat de travail conduirait à marquer l'engagement dans une direction pro-business que tout le monde attend, qui d'ailleurs pas très différente des réformes qui sont sur le fond, pas très différentes de ce qu'ont fait nos voisins espagnols, italiens, allemands il y a 10 ans avec les lois Hartz, les britanniques depuis longtemps. Et donc il ne s'agit pas de plonger dans un inconnu, il s'agit de mettre les conditions d'embauche et de séparation dans le travail au niveau de ce qu'elles sont dans tous les pays qui nous entourent. Il y a aussi le sujet fiscal qui est important. On se souvient de la taxe à 75% qui avait été un marqueur négatif. Est-ce que vous attendez des mesures là-dessus, notamment sur le plan financier? Il y avait la taxe sur les transactions financières en France qui a pu repousser certains investisseurs étrangers. Oui, il y a deux choses importantes dans le nettoyage fiscal qui est impératif désormais. Le grand sujet de la fiscalité du capital, et le capital n'est que le fluidifiant de la croissance, n'est que l'outil par lequel les entreprises investissent pour acheter des machines ou pour embaucher des salariés. Donc les conditions dans lesquelles les particuliers, les épargnants vont pouvoir acheter des instruments de capital est fondamentale. Donc la stabilité de cette fiscalité du capital, d'une part, la simplification de cette fiscalité du capital et surtout la fin d'un régime assez confiscatoire de la fiscalité du capital. Aujourd'hui, il y a une désincentivisation, quelques absurdités en termes de fiscalité confiscatoire du capital auxquelles il faut mettre fin. Et puis à côté, il y a ce que vous indiquez qui est la fiscalité sectorielle, notamment ce projet fou de taxe sur les transactions financières. Européenne. Voilà, il semble dans les limbes aujourd'hui. La partie française qui avait été créée il y a quelques années, qui est une sorte de stamp duty à l'anglaise avec un taux relativement faible, était quelque chose avec que tout le monde peut vivre. Il y a deux choses qui sont absurdes. La première, c'est cette transaction cette taxation des transactions financières intraday qui avait été votée dans la loi de finances l'an dernier, fin d'année dernière, qui est tellement compliquée à mettre en œuvre, tellement sinueuse et tellement idéologique que le législateur à l'époque a prévu qu'elle n'entrerait pas en vigueur avant le 1er janvier 2018 parce que personne ne sait comment on peut la faire fonctionner. Et donc ça suppose absolument de revenir en arrière. Et puis il y a ce projet européen, mais sur un tout petit groupe de pays qui ne parviennent pas à tomber d'accord ni sur l'assiette, ni sur le fonctionnement, ni sur les mesures de péréquation. C'est la taxe sur les transactions financières européennes. Et là, on voit bien l'épuisement, la lassitude du groupe de travail dans ce domaine, qui est abandonné progressivement par un nombre croissant de pays, et qui font que, clairement, ça n'est pas à 10 ou à 9 qu'on pourra faire une taxe sur les transactions financières, et surtout si, dans un contexte où ça devient une peau de chagrin, puisque tout le monde y demande des exceptions. Climat de confiance, de nouveau, effectivement, plutôt dans le sens positif, pardon. Retour des investisseurs, est-ce que vous le voyez sur le plan des introductions en bourse? Est-ce que le carnet de commandes, si je puis dire, de l'opérateur boursier que vous êtes est en train de se remplir? Oui, indiscutablement. On est passé d'un moment d'attentisme et de scepticisme où le monde entier disait Brexit, Trump, risque extrémiste en France, à un monde où tout le monde comprend que depuis 18 mois, l'Europe, c'est des élections pro-européennes en Autriche, un leadership pro-européen en Espagne, une issue pro-européenne aux Pays-Bas, une issue pro-européenne en France, des perspectives de stabilité en Allemagne. Donc le monde a compris que la zone euro était un lieu dans lequel il y avait des perspectives de croissance du PNB, dans lequel il y avait clairement une confiance des opérateurs locaux et un engagement dans
dans la construction européenne qui était enracinée. Donc ça crée une atmosphère extrêmement favorable. C'est un peu le catalyste, cette ambiance des issues des différents scrutins depuis 18 mois, crée un catalyse pour un retour des investissements. Et donc, ça se traduit par un pipeline, comme on dit, c'est-à-dire un carnet de commandes d'introduction en bourse qui est très significatif. Et qui va s'accompagner aussi en parallèle d'opérations de fusion-acquisition, car comme vous le savez, ces entreprises qui envisagent d'entrer en bourse, souvent envisagent soit une cession, soit une introduction en bourse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les introductions en bourse sont en concurrence avec le private equity, avec le M&A traditionnel. Et sur le plan des PME, vous avez modernisé la cote effectivement pour les faire revenir vers la bourse, pour les attirer davantage. Vous en espérez quoi effectivement de cette modernisation de la cote? Franchement, je crois que la simplification de nos différents marchés, qui a été très profonde depuis quelques semaines, le fait qu'on ait des programmes bien ciblés à l'égard d'une part des entreprises familiales qui ont des problèmes de transmission auxquels les introductions en bourse peuvent répondre de manière extrêmement puissante, et les entreprises de technologie sur lesquelles on a un axe de développement très permanent pour construire un Nasdaq européen à travers Euronext. Ces deux axes, plus la simplification des marchés, se traduisent déjà par un pipeline extrêmement significatif. Merci beaucoup Stéphane Bougenat. Merci à vous.